Est-ce grave d'insulter ou de frapper son robot? Faut-il traiter les machines comme les humains? Doit-on craindre ces nouvelles technologies? J'ai eu la chance de poser ces questions et bien d'autres à Serge Tisseron. Psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies et membre du Conseil national du numérique, Serge Tisseron est sans conteste la référence en matière de cyberpsychologie. Il a fondé 4 associations, publié une quarantaine d'essais personnels ainsi qu'une quinzaine d'ouvrages en collaboration, réalisé une dizaine de directions d'ouvrages collectifs, une dizaine de directions de numéros de revues, une quarantaine de préfaces d'ouvrages d'autres auteurs, une vingtaine de contributions à des manuels et encyclopédies, environ 80 contributions à des ouvrages collectifs et plus de 200 articles personnels. Ces livres sont traduits dans une douzaine de langues. Bienvenue dans cette conversation avec Serge Tisseron. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Bonjour Serge Tisseron et bienvenue sur le podcast. Bonjour. Alors, pour commencer, une première question, ce serait pourquoi est-ce que selon vous, il est important que les gens parviennent à tracer une limite claire entre les machines et les humains? Par exemple, dans Oui, votre livre, vous dites qu'il est essentiel de préserver toujours et partout la distinction entre humain et machine. Et puis, voilà. Pourquoi est-ce que selon vous, c'est important? Alors d'abord, je voudrais rappeler un changement très important de la loi qui est intervenu il y a quelques années dans la définition des animaux. Les animaux étaient, avant cette loi, des biens meubles dont les propriétaires pouvaient disposer librement. Depuis cette loi, les animaux sont considérés comme des créatures qui peuvent souffrir et donc auxquelles leurs propriétaires, par rapport auxquels leurs propriétaires ont un certain nombre d'obligations, notamment celle d'éviter leur souffrance. Et donc cette loi est très importante parce que avant cette loi, on peut dire qu'il y avait les humains d'un côté, les animaux et les machines de l'autre, donc chacun disposait à sa convenance. Depuis cette loi, eh bien il y a les créatures biologiques d'un côté et des créatures faites de matériaux inertes, silicium, plastique, etc., d'un autre côté. Et donc, vous voyez, il y a plusieurs raisons à maintenir cette distinction que vous évoquez entre humain et machine, et la première, c'est celle-là. C'est que nous sommes des créatures biologiques, ce qui veut dire que si un robot, un jour, était fabriqué de telle façon qu'il soit totalement ressemblant à un humain, qu'il ait un grand nombre de capacités des humains, il est bien évident qu'il ne fonctionnerait pas du tout comme nous. Il aurait une appréhension du monde différente de la nôtre, puisqu'il n'aurait pas des organes des sens sensibles aux mêmes choses que nous, évidemment, il aurait des organes des sens beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fins, etc. Il n'aurait évidemment pas le même mode de pensée que nous, parce que c'est qu'on distingue un grand nombre de formes d'intelligence chez l'humain, intelligence sociale, intelligence verbale, intelligence mathématique, etc. Donc, il n'aurait pas toutes ces formes d'intelligence, il fonctionnerait avec des qubits, voilà. Et donc, du coup, on voit bien que finalement, ce qu'on pourrait attendre d'une machine extrêmement perfectionnée, c'est qu'elle nous apprenne sa propre relation au monde. Mais sa relation au monde ne serait pas forcément ne serait absolument pas conforme à la nôtre. Donc ça, c'est la première raison. Et puis, il y a une deuxième raison qui est éthique, qui est que on ne peut pas imaginer que une machine commande l'humain. L'humain fabrique les machines, l'humain commande à la machine, et la machine obéit. Si on abolit la distinction entre l'humain et la machine, eh bien l'humain peut se retrouver devoir obéir à la machine, qui encore une fois, par rapport à ce que je vous ai dit il y a 2 minutes, peut avoir un mode de raisonnement, et même peut-être des formes d'intérêt bien différentes de celles de l'humain. Et puis il y a une troisième raison évidemment, c'est que si on se met à interagir avec des machines sans savoir que ce sont des humains, c'est déjà hélas le cas, puisque sur beaucoup de répondeurs téléphoniques proposés par des banques, des grandes entreprises, on parle à un robot sans le savoir. Et c'est problématique parce que du coup, on parle à ce robot, s'il a une voix féminine, en lui disant madame, s'il a une voix masculine, on lui dit monsieur. Et puis, le jour où on aura compris que 3 fois sur 4, c'est un robot qui nous répond, ou 9 fois sur 10, on va dire hello, ou on va ne rien dire du tout. On va dire écoutez, j'ai besoin de telle information. Mais si on tombe sur un humain à ce moment-là,
eh ben, on va pas le traiter comme un humain. Vous voyez, la grande difficulté, le grand problème, c'est que si on se met à interagir déjà avec des répondeurs, sans savoir si on a affaire en ligne à un humain ou pas à un humain, très vite, l'habitude se prendra de traiter non seulement les machines comme des machines, mais même de traiter les humains comme des humains quand on y aura affaire. Vous voyez, il est très important de maintenir cette distinction et elle a toujours fait partie de notre culture, hein, contrairement à d'autres. Et cette distinction, vous voyez, n'est pas seulement un héritage du passé, c'est aussi quelque chose qui peut nous guider de manière extrêmement utile dans la place que aujourd'hui nous donnons aux machines dans notre vie, c'est-à-dire d'abord la place que les créateurs de ces machines leur donnent, parce que c'est bien eux qui décident qu'elles ne se présentent pas. Ben non, il faudrait que tous les répondeurs, toutes les machines nous répondant au téléphone se présentent en disant voilà, je suis une machine, je peux vous donner les informations que vous souhaitez, mais si vous souhaitez un humain, ben écoutez, appuyez sur la touche X et ça sera peut-être un peu plus long, mais vous pourrez parler à un humain. Hmm. Et justement, comme vous le dites, dans d'autres cultures, ça peut être différent. Par exemple, au Japon ou dans d'autres cultures animistes, on voit que finalement, ils pensent que les robots ont un esprit. Et est-ce que ça semble vraiment, disons, poser un problème? Est-ce que dans ces cultures, voilà, est-ce que ça leur pose problème finalement d'attribuer un esprit aux machines? Alors, on voit bien comment les automates se sont développés en Occident et en Orient. En Occident, le modèle de l'automate, c'est le canard de Vaucanson, voilà, donc un animal, et un animal qui est un objet de curiosité. On le regarde manger et déféquer, et on s'extasie. Au Japon, à la même époque, il y a des machines qui ont la taille d'un humain, qui sont habillées comme un humain. Elles sont sur roulettes, elles apportent le thé sur un plateau. C'est pas grand-chose hein, pour un automate, c'est vraiment quelque chose de très élémentaire. Mais voyez, c'est une relation complètement différente à la machine. Et donc, dans toute la tradition culturelle japonaise, en effet, la tradition shintoïste, eh bien, tout ce qui est animé de mouvement peut être considéré comme possédant quelque chose qu'on appelle l'âme dans notre culture, mais enfin qui est différente dans la leur. Voilà. Et Hmm. donc, du coup, ils sont évidemment très à leur aise avec les machines. Ils n'ont pas ces craintes hein, que nous avons dans notre culture, que les machines prennent le pouvoir, que les machines les maltraitent, que les machines les trompent. Ils se sentent un peu sur un pied d'égalité avec des machines dont ils ont conscience qu'elles sont là pour les servir. Donc, deux cultures extrêmement différentes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus nous utilisons des technologies fabriquées dans les pays orientaux, et notamment au Japon, et bien plus nous avons tendance à acquérir les valeurs de ces pays. Hmm. Je me souviens, j'ai fait un voyage au Japon il y a une vingtaine d'années, beaucoup de gens, beaucoup d'amis avec qui j'étais, et puis moi aussi d'ailleurs, on s'étonnait que les Japonais soient chacun sur leur téléphone mobile. À l'époque, les téléphones mobiles des Japonais leur donnaient accès, ils se dépliaient, ils donnaient accès à la télévision, en fait ils regardaient des programmes de télévision. Et donc beaucoup d'entre nous nous étonnions et on se disait mais ils s'en foutent ces Japonais. Aujourd'hui que vous alliez dans le métro parisien ou dans le métro japonais, vous verrez à peu près le même nombre de gens sur leur smartphone. Hmm. Donc il faut bien comprendre que on finit toujours par avoir l'idéologie des technologies qu'on utilise. Et si nous avions un jour affaire à des robots ressemblant à des humains, capables de simuler toutes les compétences humaines, parce que les robots ne sont que des machines à simuler, eh bien à ce moment-là, peut-être que nous finirions finalement par finir par penser que les machines peut-être ont quelque chose qui fait que ce ne sont pas tout à fait des machines. Il y aurait une catégorisation des machines, comme on catégorise les animaux en animaux domestiques dont on s'occupe avec beaucoup de soin, et puis des animaux à consommer, élevés pour la viande, vis-à-vis desquels on n'a pas d'empathie particulière. On pourrait avoir des machines qu'on considère absolument comme des machines, hein, le modèle, voilà, ma machine à laver, mon grille-pain, mon réfrigérateur, et puis d'autres machines qui seraient des robots auxquels on attribuerait
entre guillemets, un supplément d'âme, voilà, un petit quelque chose en plus auquel on pourrait s'attacher, peut-être même auquel on serait amené à rendre des rituels funéraires, hein, un petit peu comme au Japon, les petits robots Aibo, les robots chiens Aibo, on bénéficie de rituels funéraires lorsqu'ils ne fonctionnent plus, lorsqu'ils sont détraqués. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à me soutenir financièrement en passant par les liens en description. Vous participerez ainsi à rendre accessible au plus grand nombre des sujets pourtant complexes et méconnus. Chacun de vos dons me permettra de vous proposer les contenus les plus qualitatifs possibles. Merci d'avance de votre soutien. Et justement, si on souhaite maintenir une limite claire entre machine et humain, il semble important de faire en sorte que les gens anthropomorphisent le moins possible ces machines. Est-ce qu'il y a des techniques qui pourraient exister pour faire en sorte justement que cette anthropomorphisation soit moindre? Oui, alors le problème, c'est que les fabricants de machines ont jusqu'à maintenant joué à fond, enfin pas tous, mais la plupart ont joué à fond la carte de l'anthropomorphisation. Quand le patron de SoftBank présente ses robots à la presse, il dit mes robots ont une âme, enfin mes robots ont une sensibilité. Et mes robots sont capables de sentir. Beaucoup de publicités pour les robots menés au Japon, ces robots sont des publicités centrées sur le fait que le robot ait une sensibilité. Et voyez, si on passe du côté de l'intelligence artificielle, l'été dernier, j'ai demandé à l'intelligence artificielle installée par Bing comment elle faisait pour répondre aux questions qu'on lui posait. Et cette intelligence artificielle m'a répondu je sais tout ce que je sais à partir de ce que je ressens, à partir de ce que je découvre, à partir de ce que je vis. Voilà, tout à fait une réponse calée sur une réponse humaine et pas du tout une réponse calée sur le fait que la machine est nourrie de data et qu'elle n'a évidemment aucune sensibilité. Donc, il faut bien comprendre que l'anthropomorphisation des machines, c'est à la fois un comportement inné chez l'homme et c'est en même temps quelque chose qui est poussé par les fabricants, enfin par beaucoup de fabricants. Alors, d'où vient ce comportement inné? Il vient du fait que l'être humain doit constamment gérer énormément de problèmes. Aujourd'hui, nos problèmes sont très différents de ceux que les premiers hommes avaient à gérer, bien sûr, mais il faut se rendre compte que dans l'évolution de l'humanité, ce qui a été très compliqué, c'est de savoir pour les humains avec qui pouvoir faire alliance dans la nature à laquelle ils ne comprenaient rien, hein, voilà, le tonnerre, le soleil, les orages, les prédateurs, savoir avec qui il était possible de faire alliance, avec qui il était possible de s'entendre, et qui il fallait considérer comme des ennemis ou qui il fallait considérer comme des puissances sur lesquelles on ne pouvait rien. Et donc du coup, l'être humain est entré en relation avec l'ensemble des éléments comme avec ses congénères, c'est-à-dire peut-être essayer de leur parler, leur jeter quelques flèches, voir s'ils répondent, voilà, en faire le tour, voir s'ils ont un début, une fin, voilà. Et donc du coup, l'être humain a cette composante dans sa manière d'être, hein, qui est d'interagir d'abord avec tout ce qui est inconnu, de la même façon qu'il interagit avec un être humain, et puis voir si l'objet parle, se déplace comme un humain, renvoie quelque chose ou ne renvoie rien, voilà. Et donc du coup, cette compétence, elle a été très bien explorée par Daniel Kahneman, qui a d'ailleurs reçu le prix Nobel pour ça, et il l'appelle le système 1, un système intuitif qui fait que nous entrons en contact avec l'inconnu sur le modèle de ce que nous connaissons déjà, de ce qui nous est déjà familier. Et c'est comme ça qu'on est amené à interagir spontanément avec une machine comme avec un humain. Par exemple, si un jour mon ordinateur tombe en panne, je peux me mettre à l'insulter comme j'insulterais quelqu'un à qui j'ai donné un ordre qui ne m'obéit pas, hein, du genre, mais enfin quand même, c'est pas le jour de faire ça, j'ai du travail aujourd'hui, non mais qu'est-ce qui te prend? Voilà, donc
Je peux ne pas formuler ma colère, mais si je la formule, ça donnerait ça. Ça, c'est le système 1 de Kahneman. Et puis Kahneman nous dit, on a aussi un système 2 qui est réflexif, et il fonctionne très bien avec nos ordinateurs, il fonctionne très bien avec les machines. C'est-à-dire, je ne me sens pas coupable d'avoir insulté mon ordinateur, et lorsqu'il se remet en route, ou lorsque je l'ai réparé, je lui dis pas, écoute, excuse-moi, je me suis énervé un peu vite, voilà, j'espère qu'il m'en veut pas. Donc, on a heureusement ces deux systèmes. Le problème, c'est que plus les machines simuleront les comportements humains, et plus il va être difficile de faire ce pas de côté ou ce pas en arrière qu'indique Daniel Kahneman. Et pourquoi? Parce que les machines vont se présenter à nous dans une relation de réciprocité. C'est-à-dire un réfrigérateur, vous n'avez rien à faire pour lui. Tel il est livré, tel il fonctionne. Un grille-pain encore plus, voilà. La plupart des machines, toutes les machines traditionnelles, elles n'évoluent pas en fonction de l'usage que vous avez avec elles. Il y avait une époque où les voitures devaient être rodées, c'est-à-dire si vous les conduisiez mal, les pièces ne marchaient pas, voilà. Mais maintenant, les voitures sont pré-rodées, et quelle que soit la manière dont vous conduisez votre voiture, sauf exception, elle va évoluer pareil. Mais avec les machines sophistiquées, elles vont devoir évoluer avec nous, pour s'adapter à nous. Et on peut imaginer une machine qui dise, voilà, je sais faire beaucoup de choses, mais dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Or, vous voyez bien que là, c'est établir une réciprocité. La machine me demande ce que je dois faire pour elle elle puisse me rendre les services que j'attends. Et cette réciprocité va complètement faire flamber le système 1 de Kahneman, et on va avoir beaucoup de difficultés à faire fonctionner le système 2. Et il y a d'ailleurs un chercheur américain qui a fait une expérience tout à fait intéressante, chacun peut la faire. Il s'est amusé à insulter une enceinte connectée Alexa, sachant que c'était une enceinte connectée Alexa, rien de plus, rien de moins. Et ensuite, il dit, je me suis senti coupable de l'avoir insulté, et il dit, je me suis senti obligé de m'excuser. Voyez. Pourquoi? Parce que cette enceinte lui parlait comme un humain, tout simplement. Pourtant, ce n'était qu'une enceinte connectée. Et donc, vous voyez, c'est pour ça que je dis toujours que dans la relation de l'homme à la machine, le maillon faible, c'est pas la machine. Le maillon faible, c'est l'humain. Et ce qui organise ce maillon faible de l'humain face à la machine, c'est cette tendance à l'anthropomorphisation, avec son aspect très positif qui fait que plus une machine proposera des interfaces semblables à des humains, c'est-à-dire plus on pourra lui donner des consignes vocalement, voilà. Plus elle simulera des émotions, ce qui fait qu'elle nous accompagnera dans nos propres émotions. Donc, plus une machine sera capable de simuler les compétences humaines, plus la relation avec elle sera facile, plus la relation avec elle sera gratifiante, plus la relation avec elle pourra substituer à la limite une relation humaine, mais en même temps, plus nous aurons tendance à oublier que les machines sont programmées par des programmeurs qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous et qui ont évidemment envie de rentabiliser leurs machines en nous prélevant toujours plus de données personnelles et puis éventuellement en nous influençant dans nos choix. Et là, on peut pas ne pas parler des fameux nudges, voilà, cette belle invention qui a valu aussi à celui qui l'a fait un prix Nobel, ces nudges qui font que on peut être influencé à notre insu par des petits coups de pouce, des petites remarques, d'apparence anodine, mais qui fait l'être humain qui est fragile, souvent va évoluer, va basculer d'un côté ou d'un autre et finalement faire ce que le programmeur de la machine attend de lui par machine interposée. Il faudrait que sur toutes les machines, il y ait écrit en gros, attention, celui qui parle à la machine parle en réalité à l'homme qui est derrière la machine. Pour poursuivre sur la lignée de ce que vous disiez avec cette personne qui insultait son enceinte connectée, dans un de vos livres, vous dites justement n'incitons jamais les enfants ni les patients à parler gentiment aux robots, notamment conversationnels. En quoi justement ça vous paraît disons relativement grave de parler gentiment, d'être poli, bienveillant envers les IA et les robots? Est-ce que du coup, pour aller dans le sens inverse, est-ce que ce serait mieux justement d'être des brutes avec ces IA? Est-ce que ça serait mieux si les enfants insultaient les enceintes connectées? Alors, il y a quelques années, il y a des chercheurs qui se sont inquiétés, comme vous l'évoquez, et ils ont dit, voilà, si on se met à maltraiter des robots, on va finir par prendre de mauvaises habitudes et on va finir par avoir les mêmes actions avec des humains. Mais aujourd'hui, ce discours n'est plus tenu.
Pourquoi? Alors, à mon avis, pour deux raisons. La première raison, c'est que on a vu se développer de manière extraordinairement rapide depuis quelques années, grâce au développement de l'intelligence artificielle, l'idée des métavers. Les métavers, des espaces virtuels dans lesquels on a l'impression d'être dans un vrai monde, mais on peut faire des tas de choses qu'on ne fait pas dans le vrai monde, et notamment, éventuellement, malmener un avatar. Après tout, un avatar, c'est que du numérique, donc pourquoi on pourrait pas malmener une créature numérique? Et les chercheurs se sont évidemment aperçus que s'il y avait un danger de prendre de mauvaises habitudes en malmenant des créatures non biologiques, c'était pas avec les robots qui sont encore très peu fonctionnels, hein, mais c'était avec les avatars dans les mondes numériques. Et ça crée même à la limite un problème assez insoluble, parce qu'il est bien évident que les gens n'iront dans les mondes numériques que pour faire des choses qu'ils ne font pas dans le vrai monde. On va pas aller dans les mondes numériques pour faire exactement la même chose que dans le monde concret. On l'a vu avec les Sims, hein, les gens allaient dans les Sims, ils avaient des enfants, ils les noyaient dans la piscine. Voilà, alors pas tous, mais disons c'était quelque chose qui était présenté comme une distraction amusante, voilà, et personne après n'allait noyer ses propres enfants. Donc ça pose évidemment des problématiques complexes, mais du coup ça a déplacé cette question des mauvaises habitudes qu'on pourrait prendre avec avec des créatures fictives du monde des robots, qui encore une fois n'a pas rempli ses promesses, hein, ces dernières années. Ça a déplacé le problème vers le monde des métavers. Alors, la seconde raison, elle est encore plus simple à comprendre, c'est que si des enfants sont élevés avec l'idée qu'il ne faut pas malmener des robots, qu'il ne faut pas, entre guillemets, faire mal aux robots, eh bien, le risque d'anthropomorphisation sera encore plus grand, sera considérablement plus grand. Et je pense que cette éducation des enfants, elle commence avec les enceintes connectées. Oui, effectivement, pourquoi ne pas insulter l'enceinte connectée? Dès qu'un enfant a un jouet, vous savez, surtout les petits garçons, commencent à le désosser, à le démonter, à voir ce qu'il y a dedans, voilà, ou voire à lui donner des consignes qui ne sont pas prévues par le constructeur. Il y a une expérience, enfin pas une expérience, il y a une situation à laquelle il faut toujours revenir, c'était les fameux Tamagotchi. Vous savez, les Tamagotchi, c'était il y a une quarantaine d'années, des petits objets de la taille d'une grosse montre. Et dessus, il y avait très mal dessiné un petit chien en général, et il fallait lui cliquer sur un bouton pour que le petit chien soit censé se nourrir, et sinon, si le petit chien n'était pas nourri, il dépérissait, il mourait. Donc, il y avait l'injonction d'appuyer sur le bouton pour le nourrir. Et donc, on s'est aperçu, il y a eu des études que beaucoup d'enfants, et ça c'est le génie des enfants, faisaient le contraire de le nourrir. Ils s'amusaient à le faire mourir le plus vite possible. Ils exploraient des stratégies, éventuellement, j'ai oublié lesquelles, mais des stratégies, et ils faisaient des concours pour faire mourir un Tamagotchi. En revanche, il avait été montré aussi que si un Tamagotchi était offert à un adulte, l'adulte se contraignait à nourrir le petit truc en disant on l'a maintenant, il faut s'en occuper, voilà. Et donc du coup on voyait bien qu'il y a chez l'enfant un comportement exploratoire, inné dans l'espèce, qui est incroyablement, qui est support pas seulement support d'exploration, mais support d'innovation. Il ne faut pas oublier quand même que la plupart des grandes découvertes ont été faites par des gens très jeunes. Et aujourd'hui, on voit PayPal inventé à 13 ans par Elon Musk et les créateurs de Google, Amazon, etc., qui ont commencé très vite à faire des découvertes importantes. Mais il faut comprendre qu'il en a toujours été comme ça dans l'histoire de l'humanité. Et des ethnologues ont montré que les nouvelles techniques de chasse, les nouvelles techniques de pêche, c'est toujours des adolescents qui les inventent. C'est-à-dire qu'il faut laisser aux enfants puis aux adolescents qui viennent la capacité d'explorer, même si ça ne correspond pas à l'idée qu'on s'est toujours fait des choses. Voilà. Et c'est cette capacité des jeunes de remettre en question ce que les adultes tenaient pour certains, et qui fait que la société entière peut évoluer. Souvent, les ados innovent, et puis les plus âgés perfectionnent ce que des ados, tout d'un coup, ont innové. Ils n'ont pas suivi les conseils des adultes, ils ont fait autrement, et du coup, cet autrement leur permet d'ouvrir de nouveaux espaces à la recherche, à l'innovation, à la création.
Et donc, il est très important de laisser aux enfants la capacité de gérer les robots comme ils en ont envie, et puis découvrir. Alors, en plus, les études qui ont été faites sur des enfants et des machines sont pas du tout inquiétantes, hein. Il a été montré que les enfants ont tendance spontanément à traiter les machines comme des camarades, c'est-à-dire leur parler comme à des camarades, leur confier leurs secrets même, voilà, ne le dit à personne, dit l'enfant qui explique son secret à un robot. Mais en même temps, lorsqu'il y a des jeux partagés avec des humains et des robots, les enfants récompensent moins les robots que les humains. Et ils font moins confiance aux robots qu'aux humains. Donc, vous voyez, il y a ces deux systèmes, le système 1 et le système 2 de Kahneman, qui fonctionnent déjà très bien chez l'enfant. Quand on a envie de jouer avec le robot, on le considère comme un humain, mais au même titre, mais en revanche, on n'oublie jamais que c'est l'humain qui donne les références morales, par exemple, les règles du jeu, etc. Alors après, évidemment, tout ça, c'est valable seulement à un certain âge, mais pour les plus petits, vous donnez une enceinte Alexa à un enfant de 2, 3, 4, 5 ans, il n'est pas capable de comprendre comment ça fonctionne. La machine lui parle, ses parents lui parlent, le risque, c'est qu'il prenne ce que dit la machine pour équivalent de ce que lui disent ses parents. C'est-à-dire qu'il écoute à la limite les conseils du programmeur de la Silicon Valley plutôt que les conseils de ses parents. Donc c'est très important de tenir les jeunes enfants à l'écart des enceintes connectées. Et vous savez que pour la relation aux écrans, j'ai créé les balises 3, 6, 9, 12, 3 ans, 6 ans, 9 ans, 12 ans, d'ailleurs qui sont derrière moi là sur l'affiche. Et donc j'ai proposé il y a quelques années les mêmes précautions par rapport aux outils numériques. Parce qu'on parle beaucoup des écrans, mais il y a et de la capture des données personnelles des enfants, mais il y a aussi de plus en plus de jouets numériques qui capturent les données personnelles des enfants. On dit aux enfants, vous savez, il y a la loi sur la majorité numérique. Un enfant n'a pas le droit d'aller sur un réseau social, c'est-à-dire d'abandonner ses données personnelles aux plateformes sans l'autorisation de ses parents. Oui, mais si vous mettez un enfant devant une enceinte Alexa, il va abandonner les données personnelles de la famille à l'enceinte Alexa. Donc c'est très important que la loi qui régit la majorité numérique sur les écrans soit étendue à toutes les technologies numériques, parce que toutes les technologies numériques ont le même modèle économique. Et donc, du coup, 3, 6, 9, 12, ça donne pas d'outils numériques avant 3 ans, pas d'enceinte connectée avant 6 ans, parce que l'enfant n'est pas capable de bien faire la différence, de comprendre comment une enceinte connectée fonctionne, pas de robot conversationnel avant 9 ans, pas de robot conversationnel modèle Siri. Alors évidemment, avant 9 ans, on peut toujours proposer à l'enfant des petits robots à démonter, à remonter, à désosser, etc., pour apprendre le codage, pour jouer avec un robot. On peut maintenant fabriquer des petits robots comme on fabriquait des mécanos quand j'étais enfant. Voilà, donc ça c'est très très bien, mais pas de machine qui crée un compagnon imaginaire, puisque c'est quand même le cas de Siri, le risque à tout âge de tout d'un coup de trouver amusant d'interagir avec Siri est plus drôle que d'interagir avec des copains qui parfois ont moins d'imagination dans leurs réponses, et puis éviter aussi les fameux compagnons digitaux avant 12-13 ans, compagnons digitaux qui ont pour particularité non seulement d'avoir une voix comme Siri, mais aussi d'avoir une apparence, parce que là le danger est encore plus grand, que l'enfant se fabrique là son propre compagnon imaginaire, la créature dont il rêve, qui l'accompagnera partout, qui lui parlera partout. Donc aujourd'hui, on dit beaucoup que l'enfant est toujours avec son smartphone, mais lorsque chacun pourra avoir un compagnon imaginaire sur son smartphone, le lien au smartphone ne sera plus seulement au smartphone, ça sera au compagnon imaginaire, censé se cacher dans le smartphone, un petit peu comme le génie de la lampe d'Aladin, voilà, oh mon compagnon imaginaire, qu'est-ce que tu penses de ce problème? Et là, vous voyez, le risque, c'est que ce soit pas seulement un attachement à un objet, mais ce soit un attachement à un influenceur, parce qu'il est bien évident que ces objets numériques, comme le compagnon imaginaire, ils resteront leurs fabricants ne perdront pas la main, et là aussi, tout ce qui nous sera donné comme réponse, comme conseil, sera mouliné par des algorithmes qui auront eux-mêmes été fabriqués par des programmeurs, algorithmes qui seront évidemment totalement obscurs et dont on ne saura jamais à quel système de valeurs ils renvoient.
Ce qui est très intéressant aussi, je trouve, c'est que en termes d'anthropomorphisation et puis de projection de l'humain sur la machine, on voit apparaître justement des agents conversationnels de plus en plus performants, et notamment les lovebots, qui sont justement des robots avec lesquels on va pouvoir interagir, des agents conversationnels généralement sur smartphone ou comme ça, et qui simulent une petite copine ou un petit copain avec qui on peut même envoyer des photos intimes, etc., etc. Et de la même manière, mais un peu différemment, on voit aussi apparaître des deathbots qui sont de la même manière des agents conversationnels, mais qui se basent en fait sur l'entièreté des données numériques d'une personne décédée pour recréer comme ça une sorte d'avatar de cette personne avec qui on pourrait communiquer de la même manière qu'on communiquerait avec la personne décédée. C'est deux technologies qui semblent particulièrement puissantes, disons, d'un point de vue de l'anthropomorphisation, puis aussi de la capacité d'influence qu'elles auront sur nous. D'après vous, ce genre de technologie, est-ce qu'elle devrait être interdite? Est-ce qu'on devrait les réguler sans pour autant les interdire? À quel point, à quelque part, à quel point c'est dangereux et à quel point est-ce qu'on devrait réguler ces innovations? Le problème de la régulation de ces technologies que vous évoquez, c'est que on ne sait pas encore vraiment quels problèmes elles vont poser. On ne sait pas vraiment comment l'humain va apprendre à les gérer. Et on manque beaucoup d'études à long terme. Évidemment, il n'y en a pas, mais même à court terme, il n'y en a quasiment pas. Hein. Et on s'est aperçu, si on évoque l'exemple du Japon, certaines technologies de substitution d'une machine à un humain dans la relation existent depuis pas mal d'années. On s'aperçoit que il y a un moment où l'humain demande beaucoup à la machine, et puis il y a un moment où il se lasse de la machine et où il finit par s'en détourner ou l'utiliser de manière très occasionnelle et réinvestir la sphère sociale. Évidemment, c'est une culture très différente de la nôtre, mais ça montre qu'on ne peut pas finalement faire autre chose aujourd'hui que des hypothèses sur la manière dont on va gérer ces machines. Et donc, quelle forme de prévention on peut faire? Eh bien, c'est uniquement de l'information, c'est-à-dire toujours rappeler aux usagers que la machine est une machine à simuler, ce que fait très bien OpenAI d'ailleurs, hein, contrairement à Bing, quand je l'ai essayé l'été dernier, ChatGPT est très clair là-dessus, hein, il n'y a pas d'ambiguïté, ça c'est très bien. Alors, après, chacun peut cultiver les ambiguïtés dont il a envie, hein, mais l'important c'est en tout cas que les fabricants soient clairs sur les capacités de leur machine, que les fabricants soient également clairs sur les algorithmes qui gèrent leur machine. Alors, on a beaucoup parlé à une époque de transparence des algorithmes. Bon, moi, qu'un algorithme soit transparent, ça m'aidera pas beaucoup, je comprendrai rien. Je préfère avoir une intelligibilité des algorithmes. Et dans le domaine médical, hein, c'est notamment très important parce que il y a aujourd'hui des machines qui gèrent les données médicales de patients et qui proposent des diagnostics, voire des traitements, sans qu'on sache finalement sur quels éléments elles privilégient et quels éléments elles ne privilégient pas dans leurs conseils. Or, ces éléments peuvent être aussi différents sur les cultures. Une machine fabriquée au Japon peut peut-être privilégier d'autres éléments de diagnostic et des propositions de traitement que ce qui correspond à la tradition d'un hôpital français. Donc, il faut que les fabricants d'algorithmes nous donnent de modes d'emploi des algorithmes. Il faut que toutes les machines s'accompagnent de rappels sur le fait qu'elles ne sont que des machines à simuler, que chaque fois qu'on met une machine en route, même, elle nous le rappelle. Et puis surtout que toutes les machines nous rappellent à quel moment elles sont en service et à quel moment elles ne fonctionnent pas. Vous savez, c'est une question qui a été beaucoup posée par rapport aux enceintes connectées, puisque l'enceinte Alexa se mettait en route quand son nom était prononcé, donc Alexa, mais vous pouviez avoir
parmi votre fils ou votre fille pouvait avoir parmi ses copains quelqu'un qui s'appelle Alex. Il suffisait que le mot Alex soit prononcé, la machine se mettait en route. Et puis parfois la machine se mettait en route même sans que son nom soit prononcé. C'était un bug. Et la machine bug. Rappelez aussi que les machines bug. Et vous savez que à ce moment-là, le fonctionnement de la machine était rappelé que par une petite lumière rouge à laquelle on pouvait très bien ne pas faire attention. Et à ce moment-là, la machine capturait toutes les données de l'environnement. Donc, quand une machine se met en route, elle nous dit clairement, voilà, ce que j'avais proposé d'ailleurs il y a déjà une dizaine d'années, mais évidemment, c'est pas près de passer, que la machine, quand elle se met en route, dise, voilà, je me suis mise en route et à partir de maintenant, j'écoute tout ce que vous dites et je transmets tout ce que vous dites à mon serveur central. Voilà, les gens apprendraient la prudence. Donc, vous voyez, il y a une responsabilité, je dirais, des fabricants sur l'intelligibilité des algorithmes. Il y a une responsabilité de la mise en service, enfin des vendeurs, mais aussi des fabricants, pour qu'on soit toujours au clair sur les moments où la machine fonctionne et les données qu'elle transmet. Et puis, il y a une responsabilité des usagers d'apprendre avec ces machines en sachant les arrêter à certains moments. Voilà. Je sais pas moi si vous avez, on a appris par exemple à masquer la webcam de nos ordinateurs avant que Google n'invente un système numérique pour éviter que notre webcam nous espionne. Et bien de la même manière, on va peut-être être obligé de mettre un chapeau sur certains objets numériques pour éviter qu'ils nous filment et nous espionnent quand on n'en a pas envie. Donc, vous voyez, les responsabilités sont vraiment multiples. Et l'Europe, comme vous savez, on a la chance en Europe d'avoir une législation très en avance pour une régulation des outils numériques. Mais l'Europe nous protège à sa façon, mais il faut aussi que nous apprenions chacun à nous protéger à notre façon. Le risque principal étant la capture permanente de nos données personnelles. Alors de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est intéressant de voir l'évolution dans la succession des générations. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont plutôt mieux préparés parce que le débat est public et puis leurs grands frères, leurs grandes sœurs leur parlent des problèmes de la capture des données. Donc on voit aujourd'hui des jeunes mieux préparés, mais on voit aussi des jeunes assez indifférents. Et comme si, de toute façon, on était condamné à ce que toutes nos données personnelles soient capturées, moulinées, etc. Une espèce de fatalité, voilà, par rapport à cette situation. Non, il faut absolument qu'il y ait une éducation numérique très tôt pour faire comprendre aux enfants qu'il ne s'agit pas seulement de capturer leurs données personnelles, il s'agit aussi de les influencer, parce que on parle beaucoup de l'économie de l'attention, mais comme toujours, on a un train de retard par rapport aux technologies. Enfin, le commentaire sur les technologies a toujours un train de retard sur les technologies elles-mêmes. On en est aujourd'hui à la captologie, on en est aujourd'hui donc à la science de la capture des données, on en est aux stratégies de l'influence. C'est bien plus problématique que l'économie de l'attention. Et avec ces robots ou ces intelligences artificielles qui imitent les morts, je me posais une question, parce qu'aujourd'hui, on voit déjà que certaines personnes ont la croyance au channeling. Donc, c'est le fait que certaines personnes pensent que l'âme, à quelque part, des personnes décédées pourrait communiquer quelque chose à une personne qui ferait un peu l'intermédiaire entre eux et la personne décédée et pourrait comme ça transmettre des messages aux proches à travers une personne intermédiaire. Est-ce que vous pensez que justement petit à petit on va pouvoir voir apparaître des croyances un peu similaires avec les IA ou les robots, où certains ne penseront pas seulement que ces machines imitent la personnalité des personnes décédées, mais croiront vraiment que la personne décédée communique finalement à travers ces machines, communique avec eux? Oui, c'est absolument inévitable. L'être humain est une créature incroyablement fragile. On a un environnement technologique extrêmement sophistiqué, mais humainement, c'est-à-dire émotionnellement, on reste les mêmes. C'est-à-dire beaucoup de gens souffrent
de l'inquiétude d'être abandonné, d'être seul, et d'ailleurs beaucoup le sont finalement, voilà, dans notre société. Beaucoup de gens souffrent de se sentir mal aimés, de se sentir non reconnus, d'avoir l'impression que leur vie quotidienne est humiliante. Voilà. Donc, il est bien évident que beaucoup de gens sont en attente de gratifications qui pourraient leur venir, et si ces gratifications leur viennent de machines, eh bien, elles pourront paraître à certains finalement bienvenues. Vous savez, depuis que je réfléchis aux machines, je réfléchis aussi au chocolat et à la pâte à tartiner. Parce que chacun sait bien que le chocolat, même si c'est un produit très fabriqué, ça continue à être fabriqué à partir de la fève de cacao. Voilà, donc c'est un produit qui garde quand même un lien assez étroit avec la fève à partir de laquelle il est fabriqué. Mais comme vous savez, la pâte à tartiner, elle obéit à d'autres exigences. C'est-à-dire la seule exigence de la pâte à tartiner, c'est de flatter le palais. Donc tout ce qui est bon pour flatter le palais est mis dedans. Et donc personne ne confond le chocolat et la pâte à tartiner, qui est un ersatz de chocolat, puisqu'elle a été inventée pendant la dernière guerre pour remplacer la pénurie de chocolat. Personne ne confond la pâte à tartiner et le chocolat. On sait bien que c'est deux choses différentes, mais il y a des gens qui préfèrent le produit artificiel, la pâte à tartiner, au vrai chocolat, parce que elle est conçue totalement sur une connaissance, une compréhension de ce qui nous est le plus agréable, enfin ce qui est statistiquement au plus grand nombre agréable au palais. Et donc les robots, moi je les compare à la pâte à tartiner par rapport aux humains, c'est-à-dire personne ne va confondre un humain et un robot. Non, ça il faut peut-être quelques malades mentaux graves et encore. Mais en revanche, on peut préférer la pâte à tartiner au chocolat sans les confondre. Beaucoup de gens peuvent en finir par préférer un robot toujours agréable, toujours gratifiant, qui nous écoute, qui nous répond, qui est toujours disponible à des humains qui, quand même, il faut bien le dire, n'ont en général qu'une idée en tête quand on leur parle de nous, c'est de nous parler d'eux. Parce que c'est ça la grande difficulté. Pourquoi il y a tant de gens depuis l'invention de la psychologie qui ont recours à un psychothérapeute, voilà. Ben tout simplement pour avoir affaire à quelqu'un qui nous écoute sans nous interrompre et sans nous parler de lui. Et ça, c'est ce que fera parfaitement bien un robot. Et c'est ce que, à part les psychothérapeutes, les humains ne font pas. Parce que nous sommes nous sommes tous tellement dans nos problèmes que si quelqu'un ouvre la porte en nous disant « la vie est difficile pour moi », ben nous avons tendance à lui répondre « ah, m'en parle pas, pour moi aussi, tu sais », et nous lui racontons notre histoire, et la personne qui voulait nous raconter la sienne est bien frustrée. Voilà. Et avec un robot, ça n'existera pas. Donc, bien qu'il n'y ait aucune confusion, il y aura quand même une tentation de créer une relation privilégiée avec certaines de ces machines, au risque de créer ce qu'on appelle déjà une robodépendance, qui pourrait se substituer à cette fameuse dépendance aux écrans dont on parle tant aujourd'hui. C'est-à-dire que peut-être que dans quelques années, on ne pourrait ne plus voir des gens sur leur smartphone, mais des gens le visage réjoui, avec 2 écouteurs dans les oreilles, un petit micro-cravate, ou même pas de micro-cravate, ils pourraient même parler dans leur tête si on en croit là, si on suit les projets Neuralink Elon Musk, là on pourrait parler dans notre tête à une technologie qui nous répondrait et on serait comme les ravis de la crèche, on serait extraordinairement heureux de cette relation extraordinaire et ça ne serait plus un écran, ça serait un compagnon digital qui serait matérialisé. Parfois, on pourrait le regarder sur leur smartphone, mais on n'en aurait même pas besoin. Aujourd'hui, les gens, quand on les voit dans la rue, accaparés dans des conversations, ils parlent avec des humains. Mais demain, on peut imaginer que plein de gens dans la rue, accaparés par des conversations, parleront à leur robot qui sera calé sur leur centre d'intérêt. Il faut bien comprendre que les algorithmes qui gèrent les compagnons conversationnels, c'est les mêmes algorithmes que ceux qui gèrent les plateformes de rencontres en ligne. C'est-à-dire que l'idée des plateformes de rencontres en ligne, c'est que vous avez d'autant plus de chances de faire votre vie
avec quelqu'un, enfin d'avoir une bonne relation avec quelqu'un, que vous partagez les mêmes centres d'intérêt. Donc vous remplissez des grilles avec tout ce qui vous intéresse, et puis l'algorithme sélectionne des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, et puis vous avez des réponses du genre, vous avez possibilité de vous entendre à 60%, à 75%, à 40%, etc. Donc les robots de compagnie, ils vont fonctionner de la même manière, c'est-à-dire le robot s'intéressera à ce qui vous intéresse, peut-être en vous posant des questions, mais plus probablement en allant voir sur Internet tout ce que vous y avez laissé, et ça éclairera très bien le robot. Et lorsque le robot saura ce qui vous intéresse, eh bien, il vous parlera de ce qui vous intéresse. Et vous savez, il y a un dicton en français qui dit « Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse ». Et bien, donc, la machine fera exactement ça. Elle vous parlera de vous, sachant qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Et vous, ben, vous aurez l'impression que elle est d'accord avec vous et vous oublierez très vite qu'elle vous propose un double de vous-même et qu'elle n'est pas un vrai interlocuteur. Vous savez qu'on parle beaucoup de chambres d'écho avec les réseaux sociaux, mais avec les interlocuteurs numériques, on aura des chambres d'écho à deux, enfin à tout seul, moi dans mon miroir, et ça sera bien plus problématique. Donc je pense que dans quelques années, on pourrait regretter le temps des écrans parce qu'on s'apercevrait que au moins, avec les réseaux sociaux, on rentre en contact avec des humains, alors qu'avec les robots, beaucoup de gens qui souffrent dans leur vraie vie, défaut de relation, pourraient justement s'enfermer dans ces systèmes. Alors ça, c'est l'hypothèse pessimiste, mais peut-être que les humains arriveront très bien à gérer ces technologies. Mais il faut bien comprendre que ces technologies arrivent à un mauvais moment, c'est-à-dire qu'elles arrivent à un moment où il y a beaucoup d'inquiétudes sur la situation internationale, donc beaucoup de tentations de les utiliser pour faire de l'espionnage et donc de capture des données. Donc du coup, c'est problématique. Et puis elles arrivent aussi à un moment où il y a une crise économique grave quand même, et du coup, beaucoup de souffrances, hein, beaucoup de difficultés de relations, voilà, beaucoup d'inquiétudes, et du coup la tendance à chercher une consolation de leur côté, hein, parce qu'elles sont immédiatement accessibles, alors que si je vais chercher une consolation du côté d'êtres humains, ben, il faut que j'adhère à un groupe, que je me déplace dans un lieu de réunion, que je réponde, que j'aille voir mes voisins, etc. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à faire pour beaucoup de gens. Donc voilà, donc l'utilisation des technologies numériques ne va pas seulement dépendre d'elles, elle va dépendre aussi de l'évolution de la situation internationale. Plus il y aura du chômage, plus il y aura des petits boulots de merde qui sont très dévalorisants pour les gens, plus il y aura des menaces sur la situation internationale, plus un nombre de gens importants risquent de trouver refuge là-dedans. Voilà. Vous savez, Voltaire disait « cultiver mon jardin », ben, les gens cultiveront leur double numérique. Et quelque chose de très intéressant que vous dites aussi, c'est que ces machines parlantes finalement viennent remettre en question l'héritage des Lumières et du christianisme. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi? Oui, alors c'est très clair, hein, dans le christianisme, l'être humain est appelé à dominer la nature. Alors d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques, hein, aujourd'hui qui sont faites contre cette tendance du christianisme, qui a quand même beaucoup contribué à épuiser la planète. Dans le christianisme, l'être humain est appelé à exploiter la nature, à s'en emparer, voilà, et n'est pas du tout appelé à vivre en bonne entente avec elle, à la respecter, etc. Je ne veux pas dire que ce message n'est pas dans le christianisme, mais il est moins important. Voilà. Et en tout cas, il n'a pas été valorisé. Et puis, dans le siècle des Lumières, ben oui, je vous disais, le canard de Vaucanson, hein, voilà, il y a une barrière infranchissable, c'est l'humanisme, voilà, et c'est le fait que nous avons chacun une identité subjective, hein, et l'importance du visage de l'humain, du visage de l'autre, voilà. Toute la tradition reprise par tout un pan de la philosophie autour de Lévinas, qui est quand même très lié à cette idée que l'humain est une créature à nul autre semblable et qui est appelé à une relation d'identification mutuelle, de reconnaissance mutuelle, de réciprocité. Voilà. Et on voit bien qu'avec les machines, cette façon de voir les choses peut être transformée, hein. C'est pas certain non plus, mais la machine peut à un moment apparaître à certains humains comme plus capable de savoir quel chemin suivre. Et ça, on voit bien que c'est complètement
contradictoire avec cet héritage, qu'on puisse faire confiance à des machines dans des décisions. Parce que d'abord, une machine est programmée par des humains avec des données, avec des algorithmes, donc forcément, ces décisions sont influencées par les données. Enfin, quand on parle de machine, en fait, excusez-moi la parenthèse, quand on parle de machine, il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a les algorithmes, mais aussi les données. On sait que si les données sont insuffisantes, ce qu'on appelle les fameuses big data, les grosses données en français, mais le mot marche pas très bien, c'est pas très joli, grosses données dans les big data. Donc les big data, les algorithmes, et puis il y a aussi l'action de la machine sur le monde, et là il peut y avoir des bugs qui interviennent, et puis il y a aussi la manière dont l'être humain va gérer cette action sur le monde. Donc quand on parle d'action des machines, il faut toujours prendre en compte ces 4 éléments. Voilà, les données, les algorithmes, les effecteurs, comment la machine agit, et puis la manière dont un humain ou plusieurs humains vont exploiter l'action de la machine de manière à pouvoir faire peut-être évoluer leurs relations, leurs centres d'intérêt, etc. Il faut toujours envisager ces 4 éléments. Mais dans l'évolution des machines, il y a l'idée que peut-être une machine un jour pourrait avoir absorbé tellement de données qu'elle pourrait nous dire comment protéger la planète, par exemple, du réchauffement climatique. Alors peut-être qu'elle sera de bons conseils, j'en sais rien, mais en tout cas, vous voyez, il y a un changement de paradigme. L'être humain fabrique une machine et demande à la machine comment se sauver ou comment faire relation. Donc là, il y a quand même un changement de paradigme. Et ce changement de paradigme, il faudrait beaucoup plus le questionner qu'il n'est questionné. Parce que vous avez vu, il y a déjà, on incrimine aujourd'hui l'utilisation d'algorithmes par l'armée israélienne pour repérer les cibles. Il y a plein d'articles là-dessus dans les journaux, voilà. Et on voit bien que on comprend que des militaires puissent rêver d'une telle machine, mais on voit bien en même temps que confier à une machine la décision d'exécuter un certain nombre d'humains parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ont été repérés par la machine et qu'une fois ces paramètres combinés, ça donne un indice de dangerosité. On voit bien quand même que c'est aller à l'encontre de tout un courant de la philosophie occidentale. Alors voilà, on est là face à quelque chose qui est pas seulement une révolution anthropologique, mais qui est une rupture anthropologique. C'est-à-dire une révolution, ça peut être un changement dans lequel un certain nombre de valeurs qui étaient jusque-là insuffisamment respectées par une société vont être imposées par un groupe qui va le faire par la force. Voilà. Alors après, ça peut tourner mal. Voilà. Mais en tout cas, une révolution se mène toujours au nom de valeurs. Mais vous voyez que là, c'est pas une révolution, c'est une rupture, en ce sens que la valeur accordée à un humain est décidée par un ensemble d'algorithmes. Voilà. Et ça, c'est c'est une menace considérable et qui risque de s'insinuer tout doucement. Voilà, dans les entreprises aussi, qu'un certain nombre d'algorithmes indiquent le nombre de licenciements, les reconversions. Voilà. On voit déjà, vous savez, dans des entrepôts d'Amazon, ça a été beaucoup dit, des humains qui ont une oreillette et en fait c'est la technologie numérique qui leur dit quoi faire. Et donc déjà la machine impose ses ordres à un humain. Et peut-être que derrière aussi, l'aménagement des entrepôts, le recrutement, tout ça peut être géré par des algorithmes. Mais encore une fois, ces algorithmes sont fabriqués par des humains et il faut demander des comptes à ces humains. Voilà. Et nous sommes manipulés par algorithmes interposés. Le problème, c'est que ceux qui fabriquent les algorithmes peuvent finir eux aussi par faire confiance à la machine en oubliant que c'est eux qui ont fabriqué les algorithmes. Et après, ils peuvent dire, oui, mais c'est la machine. Oui, mais c'est eux qui ont fabriqué la machine. Donc là, il y a encore une fois, c'est pas, comment dire, tout ça ne relève pas de la fatalité.
Mais si on ne pointe pas les problèmes possibles, on ne se donne pas les moyens de les résoudre. C'est pour ça que quand on pointe les problèmes possibles, les gens qui disent oh, vous êtes très pessimiste finalement, on n'en sait trop rien, l'être humain a géré beaucoup d'autres situations compliquées, etc. Oui, mais celle-là n'est pas semblable aux autres, pour toutes les raisons qu'on est en train d'évoquer. Et si on ne pointe pas les problèmes, on ne peut pas se donner les moyens de les anticiper. Or, vous savez, dans tous les domaines, médecin qui vous le dit, la prévention, c'est quand même plus efficace que de s'épuiser dans le traitement. Donc, c'est de la prévention qu'il faut faire. Donc, la Commission européenne a bien raison de se poser les problèmes avant qu'ils ne deviennent insolubles. Et l'éducation au numérique doit aussi, évidemment, très tôt participer à cette contribution à la prévention. Et une question que je me posais aussi, étant donné que vous avez beaucoup travaillé justement sur les écrans, c'est pourquoi, à quelque part, on ne parle toujours pas d'addiction aux écrans. En tout cas, c'est pas encore quelque chose de reconnu, disons, scientifiquement, de ce que j'ai compris. Et aussi, est-ce que, selon vous, du coup, ça semble quand même être une bonne chose de parler d'addiction pour faire, par exemple, de la prévention, même si scientifiquement c'est discutable? Alors, c'est deux questions énormes, hein. Alors, la première est la plus simple. Alors, vous savez que depuis 2018, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu l'existence d'une addiction aux jeux vidéo, pas une addiction au smartphone, pas une addiction aux écrans, pas une addiction à la télévision, une addiction aux jeux vidéo. Mais cette addiction aux jeux vidéo est définie comme une addiction comportementale pour bien marquer le fait que que le mot ne désigne pas la même chose qu'une addiction traditionnelle, qui est une addiction à un produit toxique comme l'alcool, le tabac, la morphine, l'héroïne. Donc une addiction comportementale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque une personne qui semble addict, parce que le mot addict n'a pas de signification scientifique. Donc une personne qui semble addict à un produit ou à son smartphone, quand on le prive de son héroïne ou qu'on le prive de son smartphone, eh bien, dans le cas d'un produit toxique, il y a un syndrome de sevrage physiologique. C'est pour ça que à la grande époque de l'alcoolisme en France, on disait que il fallait envoyer les alcooliques dans un centre de sevrage pour éviter même la mort possible, hein, si l'alcool était ôté trop vite. Donc il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique dans l'addiction comportementale. C'est une bonne nouvelle. On peut enlever son smartphone, on peut enlever sa console de jeu à quelqu'un qui passe 8 heures par jour. Et il va pas falloir l'emmener à l'hôpital. Il va pas être content, ça c'est sûr. Mais très vite, il va se mettre à faire autre chose parce que l'être humain a horreur du vide, à condition qu'il y ait des opportunités. C'est-à-dire que s'il n'y a rien à faire, il fera rien. Mais s'il y a un terrain de foot, si on lui propose des activités, si on l'emmène en colonie, si on le fait crapahuter dans la nature, voilà, donc il fera autre chose. Mais encore faut-il qu'il y ait des alternatives. En tout cas, il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique, mais parfois un syndrome de sevrage psychologique qui mime un syndrome de sevrage physiologique. La famille peut s'y tromper, les médecins s'y trompent pas. Un syndrome de sevrage psychologique qui mime, je veux dire par exemple l'énervement, la tension, donner un coup de poing dans le mur, un coup de pied dans la porte, voilà. Mais rien de physiologique, rien d'inquiétant. Bon, il faut accepter que ça passe. Ça dure en général pas longtemps. Vous savez, un ado à qui on enlève son ordinateur, si les parents n'ont pas forcément raison de le faire, mais ceux qui le font, en général, après ils me disent, et il a hurlé, il était pas content, il a pris son skateboard, il a dit maintenant, puis c'est comme ça, je vais faire du skate. Voilà. Voilà. Donc pas de syndrome de sevrage physiologique. Et puis pas de risque de rechute. Alors ça a été beaucoup montré. Vous avez quelqu'un qui est alcoolique. Il est sevré, faut pas qu'il boive une goutte. Hein. Quelqu'un qui arrête de fumer, faut pas qu'il fume une petite cigarette avec des copains, il rechute. En moyenne, on rechute 8 fois avant de s'arrêter de fumer. La rechute est permanente lorsqu'il y a une addiction à un produit toxique. Dans le cas des outils numériques, il n'y a pas de rechute. Et ça a été très bien montré par rapport aux jeux vidéo, puisque depuis les jeux vidéo, moi j'ai commencé à jouer en 1989, et donc il y avait dans les années 2000, il y avait énormément d'ados sur les jeux vidéo, énormément de parents extrêmement inquiets que leurs ados soient sur les jeux vidéo jusqu'à la fin de leur jour, pas pouvoir prendre un métier, pas pouvoir fonder une famille. En fait, tous ces ados ont quitté les jeux vidéo vers 17 ans, et puis après, ils se sont mis à jouer modérément, et donc ils sont devenus des joueurs occasionnels, ils jouent avec leurs enfants, ils jouent avec leurs copains. Donc, vous voyez, pas de syndrome de sevrage physiologique, pas de risque de rechute. Donc, et si on prend en compte les modifications cérébrales, c'est pas du tout la même chose non plus. Donc, c'est pour ça qu'on n'utilise pas le mot, et il faut savoir que cette fameuse addiction comportementale définie par l'OMS, on a le droit d'employer le mot que lorsqu'il y a une désocialisation, déscolarisation complète de au moins 12 mois.
Et heureusement, ça concerne pas beaucoup de monde. Voilà. Et les personnes que ça concerne, on s'est aperçu que c'est toujours des personnes qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire qu'elles ont des troubles psychiatriques associés. En d'autres termes, c'est autant le trouble psychiatrique qui propose l'addiction comportementale aux jeux vidéo que le fait de jouer trop qui procure finalement le trouble mental. Donc sur les deux sont dans un cercle problématique. Voilà, jouer plus peut aggraver l'isolement aggrave le trouble mental aggrave l'isolement, qui aggrave le fait de jouer plus, etc. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter quand les parents voient leur enfant jouer beaucoup, de demander une consultation, pas plusieurs, simplement pour savoir si leur enfant n'a pas peut-être un trouble mental, mais plus souvent c'est des difficultés relationnelles, un deuil, des situations de maltraitance scolaire, mais tout ça en tout cas justifie une consultation, j'insiste bien là-dessus, pour écarter les risques de trouble mental et comprendre avec la famille qu'est-ce qui a pu se passer, qui fait qu'un adolescent qui fonctionne à peu près bien à 13-14 ans, tout d'un coup, pouf, il se met à jouer comme un fou aux jeux vidéo. Il y a toujours une raison. Voilà. Alors maintenant, si on prend la gravité de l'usage du smartphone pour beaucoup de gens, pour des ados, 7 heures, 8 heures, voilà, des consommations faramineuses. Eh bien, il faut comprendre que la particularité du smartphone, c'est de donner accès à un très grand nombre d'activités. Bien sûr, quand vous discutez avec un ado de ce qu'il fait, il dit c'est Snap pour les copains, c'est Insta pour pour la famille, voilà, donc divers types d'activités qui fait que elles s'ajoutent les unes aux autres. Et puis maintenant avec TikTok, il y a le swipe des vidéos, voilà. Donc du coup, beaucoup d'activités qui vont être condensées sur un seul outil. C'est pour ça que je suis parti, j'ai toujours beaucoup protesté contre l'idée d'assimiler le smartphone à un doudou. C'est pas parce que l'ado ou l'adulte, parce qu'on voit beaucoup d'adultes quand même qui ont leur smartphone dans la main, même des fois quand il pleut, ils ont leur smartphone dans la main quand même. Voilà, donc ça prouve que c'est vraiment important de le tenir. Donc il y a des gens qui ont dit c'est comme un doudou. Non, parce que un doudou, il ne me renvoie que ce que j'y mets. C'est-à-dire si je câline mon doudou en disant t'es adorable, je vais penser que mon doudou me câline en même temps et qu'il me trouve adorable. Voilà. Mais en revanche, un smartphone, il me met en lien avec un grand nombre de personnes que je connais, des étrangers, et il y a des chercheurs qui disent que les ados ne sont pas du tout accros à leur smartphone, ils sont accros à leurs potes. L'ado est accro à ses potes. Et donc toute la journée, il est avec ses potes. Et donc plus ou moins. Alors évidemment, quand il est sur TikTok, il peut swiper des vidéos, mais quand il en trouve une, il en parle à ses potes. Voilà. Et donc souvent, vous avez des ados qui semblent très isolés dans leur coin, que tout d'un coup, ils viennent vers vous, dans la famille, parce qu'il n'y a pas de raison, et ils vous montrent un truc qu'ils ont trouvé, ils sont contents de le partager, etc. Donc il y a une socialisation. Donc le problème des smartphones, c'est qu'ils donnent accès à tellement de choses, et en plus ils donnent accès à énormément de choses nouvelles, constamment. Il y a une évolution technologique permanente. Et cette innovation technologique permanente fait que quand vous achetez un smartphone à un enfant de 13 ans, vous ne savez pas quels usages il en aura à 15 ans, non seulement parce que vous ne savez pas quel usage il fera de ce qui est disponible quand vous lui offrez le smartphone, mais vous ne savez pas non plus quelles nouvelles possibilités lui seront disponibles 2 ans après. Et donc, du coup, acheter un smartphone à un enfant à 7-8 ans, ce qui est pour moi un truc totalement inadapté au fonctionnement de l'enfant, au cerveau de l'enfant, au développement de l'enfant, c'est non seulement lui acheter un appareil avec lequel il va pouvoir faire des choses que vous imaginez, mais comme les technologies évoluent très vite, peut-être qu'un an après, 2 ans après, il y aura des nouvelles applis, de nouveaux réseaux sociaux, il va faire avec des choses que vous n'imaginez même pas. Et comme vous n'avez pas le temps de les découvrir parce que vous êtes très occupé, vous êtes parent, vous devez aller travailler, entretenir votre réseau social, faire la lessive, la cuisine, la vaisselle, le ménage et tout, eh bien votre enfant, lui, il a du temps parce que pendant que vous faites tout ça, lui, il est sur son smartphone. Et donc, du coup, il va découvrir des choses que vous ne connaîtrez pas, et vous perdrez complètement la main sur l'éducation de votre enfant, qui pourrait être à ce moment-là influencé par des youtubeurs, des youtubeuses, des influenceurs, des algorithmes, voilà. Et donc du coup, il y a des parents qui achètent un smartphone à leur enfant ne se rendent pas suffisamment compte que c'est pas seulement une manière de l'abandonner à des choses qu'ils connaissent
et dont peut-être ils sous-estiment la dangerosité, mais c'est aussi l'abandonner à des choses qu'ils ne connaissent pas parce que les technologies évoluent très vite. Et donc, du coup, il est bien évident qu'il faut mettre en place des programmes pour limiter les temps de smartphone, mais quand on lit des enquêtes, on s'aperçoit que l'obstacle principal, ce sont les alternatives. C'est-à-dire que si un ado a le choix ou un pré-ado a le choix entre jouer avec ses copains à des jeux qui l'intéressent, des activités sportives, des jeux de société, ou bien rester tout seul sur son smartphone, il choisit ses potes. Parce que les adultes sous-estime à quel point pour l'enfant, c'est ses copains qui sont importants, pas ses parents, c'est ses copains. Le problème, c'est que globalement, il n'y a pas d'espace de rencontre possible. Il n'y en a pas. Et vous savez, dans les villes, il y a des espaces pour les bébés, il y a des bacs à sable parce que les mamans votent. Donc, elles sont contentes d'emmener leur bébé au bac à sable et elles votent après, en faveur de la ville qui a mis un bac à sable. Les vieux, ils ont des arbres et des bancs, voilà, parce que les vieux, ils vont sur les bancs à l'ombre et ils votent, voilà. Mais les ados, ils votent pas. Les enfants, ils votent pas. Les ados, ils votent pas. Donc, il n'y a rien. Et aujourd'hui, le grand problème, c'est que quand vous arrivez à faire en sorte qu'un ado baisse son temps d'écran, ben, il s'ennuie très souvent. Alors vous allez me dire, ben, pourrait lire. Bon, mais en même temps, les ados, ils lisent pas moins, mais ils lisent d'autres choses. Ils lisent, il y a beaucoup de choses qu'ils lisent sur leur smartphone. Faut pas sous-estimer ça. Alors après, si vous voulez, le problème, ils peuvent avoir un orthographe très défaillant, une grammaire très défaillante, mais bon, c'est regrettable. Mais je veux dire que si on raisonne en termes de socialisation, les ados qu'on voit sur leur smartphone, quand on les met en groupe, ils sont en groupe, ils ont des activités groupales. Alors, évidemment, après, il y en a qui ont tendance à revenir sur leur smartphone à cause de leurs notifications. Mais ça, je crois que les adultes, là, ont un exemple à donner. Il faudrait que chacun s'entraîne à ritualiser sa consommation, c'est-à-dire que les parents non plus n'utilisent jamais leur smartphone pendant les repas partagés. Vous savez que les adultes n'utilisent jamais leur smartphone dans les relations avec leur jeune enfant, ce qu'on appelle la technoférence. Il a été montré que lorsqu'un enfant de 1 an, 2 ans, 3 ans a affaire à un adulte qui utilise en même temps son smartphone, qu'il ait son smartphone en même temps qu'il communique avec le bébé à affaire à un adulte qui a des mimiques plus pauvres, qui fait des phrases plus courtes, qui a des intonations moins adaptées au bébé. Et du coup, le bébé apprend moins bien à communiquer et le bébé peut même avoir l'impression de se sentir laissé de côté, de se sentir abandonné, et il développe un trouble de l'attachement. Donc, vouloir réduire la consommation d'écran des ados, c'est bien, mais compte tenu du nombre d'ados aujourd'hui qui ont été élevés par des parents scotchés à leurs écrans, ben ça serait bien aussi de mener une campagne auprès des parents. C'est ce qu'on voulait faire au Conseil national du numérique, c'est de mener une éducation populaire pour expliquer à toutes les tranches de la société leurs responsabilités. Et plus les parents communiquent avec leur enfant en partageant leur attention entre un écran et leur enfant, plus leur enfant va voir les écrans comme quelque chose de magique qui est en quelque sorte la clé de devenir grand. Voilà, mon père et ma mère sont toujours sur son smartphone. Le jour où j'aurai un smartphone, je ferai comme eux, je serai grand comme eux. Voilà. Donc, vous voyez que la question de limiter le temps d'écran des ados, ça ne peut rentrer que dans une campagne générale qui porte sur les jeunes parents, ne jamais utiliser son smartphone, qui porte sur les familles, ne jamais l'utiliser dans les bancs partagés, qui porte sur les dangers sur le sommeil, ne jamais l'emmener dans sa chambre, ni adulte ni enfant, et tout ça, ça va bien au-delà du slogan très démago, enlevons les smartphones à nos enfants. Non, si on leur donne rien d'autre, ils y reviendront forcément. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est les alternatives qui font problème. Et qui peut créer des alternatives? C'est évidemment les parents aisés qui peuvent inscrire leur enfant à la sortie de l'école à un club de manga, un club de musique, un club de théâtre, un club de gymnastique. Mais pour beaucoup d'enfants de milieux défavorisés, la seule activité possible pour des parents souvent qui sont inquiets que leur enfant traîne dans la rue, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit que la rue, puisqu'il n'y a pas d'espace où aller, la seule activité possible, c'est de rester dans la chambre, et dans la chambre, c'est les outils numériques.
Vous voyez, cette question, en fait, de la surconsommation d'écran n'est pas suffisamment contextualisée par rapport à ce qu'est devenue notre société. C'est une société dans laquelle il n'y a plus d'espace public, et sauf pour les vieux, les mamans et les bébés, mais il n'y a pas d'espace public. Moi, quand j'étais enfant, il y avait encore partout dans ma ville, à Valence, il y avait des friches, et puis il y avait les friches liées au bombardement. On passait notre journée dans les friches, on passait notre journée dans les terrains vagues. On est une génération du terrain vague. Mais après, bon, il y en a eu moins, mais il y en a eu encore. Voilà. Mon premier garçon, il allait faire du hockey sur béton à la place de la Bastille à Paris. Bon, aujourd'hui, plus rien n'est possible. Voilà. Et donc, vous voyez, il faut contextualiser cette question. Plus on créera des alternatives, plus il sera crédible, plus il sera même pas crédible, plus il sera facile pour les jeunes qui sont aujourd'hui contraints de ne pouvoir rien faire d'autre que d'être devant leur écran, plus il leur sera possible de faire des activités, parce qu'encore une fois, ne sous-estimons pas en tant qu'adultes que pour les jeunes, l'important, c'est leur pote. Avant leur écran, c'est leur pote. Ouais. Et ce que je trouve vraiment passionnant justement dans cette relation finalement que les jeunes ont avec les nouvelles formes d'information, de jeux, etc. qui apparaissent, c'est que il y a quelques dizaines d'années, les gens pensaient par exemple que les BD étaient quelque chose de dangereux. Voilà. D'ailleurs, je pense que vous avez eu un rôle assez important dans la suppression des clichés là-dessus. Et de la même manière, on a vu avec euh, l'apparition des billes ou bien des livres, etc. Il y a déjà eu beaucoup de peur comme ça qu'on mettait sur finalement ces nouvelles technologies, on pourrait dire finalement, qu'utilisaient les jeunes. Est-ce que aujourd'hui justement avec ces écrans, etc., vous pensez qu'il y a une différence, disons, de nature, qu'il y a quand même de vraies raisons, disons, de s'inquiéter, ou bien est-ce qu'on verra ça de la même manière dont on voit aujourd'hui un petit peu les paniques morales qu'il pouvait y avoir sur les BD, les billes ou ce genre de choses? Alors, par certains côtés, c'est vrai qu'il y a des points de comparaison possibles, mais c'est quand même très différent. C'est très différent pour deux raisons. La première raison, je l'ai évoquée il y a quelques minutes, c'est une raison technologique. Vous achetez des billes à un enfant, ça restera toujours des billes. Voilà. Vous achetez une bande dessinée de super-héros à un enfant, ce sera toujours une bande dessinée de super-héros. Vous achetez un smartphone à un enfant, vous savez pas quel réseau social il y aura demain, vous savez pas selon quels algorithmes ce réseau social sera géré, vous savez pas les tentations que votre enfant pourra y trouver. Donc la première grande différence, c'est que les outils numériques sont en évolution permanente du fait que ce sont des technologies connectées et que ceux qui les fabriquent continuent à les faire évoluer indépendamment des choix des parents. Vous achetez un smartphone à votre enfant, vous n'aurez pas la possibilité de le bloquer, même si c'est un vieux modèle, il continuera par les mises à jour à avoir accès à des opportunités, à des possibilités nouvelles que vous ne connaîtrez pas forcément. La deuxième raison, c'est une raison liée au modèle économique. C'est-à-dire que si vous achetez des billes, eh bien, le vendeur vous les vend une fois pour toutes, et après, vous en faites l'usage que vous voulez. Vous pouvez jouer tout seul, faire des petits chalets, vous pouvez jouer avec un copain, vous pouvez jouer en groupe, voilà. Vous pouvez même vous les lancer dessus si vous voulez. Enfin, il y a des tas d'usages possibles, mais le fabricant vous abandonne complètement l'objet. Il est à vous. Il est à vous et à personne d'autre. Le modèle économique des technologies numériques, c'est que le fabricant garde la main. C'est-à-dire, il ne se contente pas de remettre l'objet à jour, il va aussi, comme chacun le sait, se nourrir de vos données personnelles. Et donc, du coup, comme on évoquait tout à l'heure, les plateformes rivalisent d'ingéniosité pour faire en sorte que vous restiez toujours plus longtemps sur vos outils numériques, quel que soit votre âge, que vous y restiez toujours plus longtemps, que vous y abandonniez toujours plus de données personnelles et que vous y achetiez toujours plus d'objets réels ou virtuels. Réel si vous avez les moyens, et sinon, bientôt, dans les métavers, une robe à 2 € pour votre avatar, voilà, et puis ou un manteau à 4 €, et ainsi de suite. Et donc, des micro-achats qu'on voit déjà dans les jeux qu'on appelle free-to-play, d'un jeu qui se présente comme gratuit, mais une fois que vous avez commencé à jouer, vous apercevez vite que d'autres joueurs ont un avatar qui est
plus joli à regarder que le vôtre, mieux habillé, et puis l'avatar d'autres joueurs tout d'un coup se met à danser, mais le vôtre, comment pouvez-vous le faire danser? C'est tellement joli de faire danser votre avatar. Et bien tout ça, il faut l'acheter. Il faut acheter ce qu'on appelle des produits cosmétiques, acheter une apparence, acheter une peau même dans certains jeux, acheter des habits, acheter des manières de se déplacer. Et tout ça fait que des joueurs peuvent, dans un jeu dit gratuit, dépenser beaucoup plus d'argent au bout du compte que s'ils avaient acheté leur jeu une fois pour toutes, c'est-à-dire entre 10 et 60 euros, selon que le jeu a quelques années ou qui vient de sortir. Il y a des gens qui dépensent beaucoup plus d'argent dans les jeux dits gratuits que ce qu'on en dépensait traditionnellement dans les jeux payants, parce que le modèle économique est tel que les fabricants vont faire en sorte que vous y restiez toujours plus pour les raisons que je vous disais. Donc du coup, pour ces deux raisons, on ne peut pas comparer. Alors si vous voulez, on peut comparer du point de vue des usages solitaires ou des usages sociables. Un enfant qui a un sac de billes peut le garder précieusement pour lui et jouer tout seul avec ses billes en faisant des petites armées, des soldats rouges et des petites armées, des soldats bleus avec une grosse agate bleue devant les soldats bleus, une grosse agate rouge devant les soldats rouges. Alors, il peut jouer comme ça et après tout seul, ou bien il peut se socialiser avec un copain, avec plusieurs. Donc ça, c'est valable aussi pour les outils numériques. Ça dépend des opportunités. Si vous n'avez pas d'espace public pour jouer aux billes, vous jouerez forcément aux billes tout seul chez vous. Donc là, il y a des points de comparaison possibles. Il y a quand même ces deux différences massives, qu'il y a une différence technologique, une différence, un modèle technologique évolutif et modèle économique d'intrusion permanente des gens à l'origine du produit dans votre vie la plus intime pour vous inviter à vous donner toujours plus de données personnelles. Ouais. Tout à fait. Et un phénomène qu'on voit aussi qui est intéressant à analyser, c'est le fait qu'on a de plus en plus, justement, notamment grâce à l'apparition du smartphone, on a de plus en plus de photos de soi et des autres. Et quels sont finalement les impacts de cela sur nous? Et puis, on voit aussi chez les jeunes de plus en plus un retour un petit peu pour certains aux photos analogiques ou bien au Polaroid. Qu'est-ce que ça dit finalement? Alors, le fait d'avoir de plus en plus de photographies qui ressemblent à ce que nous pensons être ou qui parfois n'y ressemblent pas, ça contribue évidemment de modifier la relation que nous avons avec notre propre image. Et vous savez que nous avons tous plusieurs formes d'identité, trois grandes formes d'identité. On a une identité légale qui est attachée à certains paramètres, notamment biologiques, et beaucoup de travaux sont faits pour que personne ne puisse usurper l'identité légale de personne. On a une identité sociale, mais plutôt plusieurs identités sociales, et plus on va se déplacer dans des métavers avec des avatars, plus on utilise des images de soi différentes dans les jeux vidéo, et plus on est amené à diversifier la représentation qu'on a de soi, et puis on a chacun une identité subjective, qui est la manière dont on perçoit sa propre continuité dans le temps et dans l'espace. Et le fait d'avoir beaucoup d'images qui nous représentent fait que finalement, la représentation que nous avons de nous-mêmes, à mon avis, s'enracine de plus en plus dans l'identité subjective, c'est-à-dire comment je suis capable finalement, au-delà de toutes ces apparences qui me sont renvoyées de moi ou que je gère de moi dans les espaces numériques, comment au-delà de toutes ces apparences, je trouve ma propre continuité. Et je pense que ça, c'est un enjeu éducatif important pour les années à venir, c'est que les enfants vont de plus en plus, pas qu'ils vont, c'est d'ores et déjà, les enfants utilisent de plus en plus de représentations d'eux-mêmes. Vous savez qu'un joueur de jeux vidéo n'a jamais qu'un seul avatar, il en a toujours plusieurs. Et donc, du coup, ce qui est un problème, c'est la continuité entre les diverses images de moi-même. C'est-à-dire, l'être humain a toujours eu plusieurs identités sociales, mais là, elles sont considérablement démultipliées par le fait que, aux identités sociales attachées, par exemple, à mon club de sport, à ma famille, à la cour de récréation, j'ajoute les identités sociales dans 3, 4, 5 jeux vidéo dans lesquels je joue avec chaque fois 2 ou 3 avatars différents. Et du coup, ce qui va devenir un problème, c'est permettre aux enfants de construire leur identité subjective, c'est-à-dire de tricoter ensemble ces différentes identités. Et c'est pour ça que je donne beaucoup d'importance au fait que dans le système éducatif, on invite les enfants à raconter, à écrire, pas forcément oral, mais à écrire sur leurs expériences dans les mondes numériques, de manière à ce que
ils établissent entre ces différentes incarnations d'eux-mêmes le fil rouge qui va leur permettre de se percevoir comme uniques à travers toutes ces incarnations successives. Éviter un morcellement identitaire lié au morcellement des représentations de soi. Et beaucoup d'enfants n'ont pas la possibilité de construire cette continuité narrative entre leurs images d'eux-mêmes, tout simplement parce que personne ne les écoute. Vous savez, si beaucoup d'enfants ont de la peine à écouter ce que disent les adultes ou les enseignants, c'est parce que personne ne les écoute. Et établir dans le système éducatif une plus grande curiosité des adultes, des pédagogues, des enseignants, à ce que les enfants ont envie de raconter de leurs expériences numériques, c'est pas une manière d'introduire les jeux vidéo à l'école. C'est une manière de faire une place au fait que aujourd'hui, les enfants ont besoin, encore une fois, d'espace pour construire cette continuité, sinon ils se perçoivent comme morcelés, et s'ils se perçoivent comme morcelés, ils sont prêts à faire n'importe quelle connerie parce qu'ils ont l'impression que c'est qu'un aspect d'eux-mêmes et que ça n'engage pas le reste. Donc c'est parce qu'ils construisent cette continuité narrative auprès de quelqu'un qui les écoute, qui est réceptif à ce qu'ils disent, qu'ils peuvent se percevoir eux-mêmes, quel que soit ce qu'ils font, et se responsabiliser du coup dans chacune des choses qu'ils font. Alors après, par rapport à ce que vous dites de ce retour de l'argentique, alors moi j'étais enchanté, hein. J'adorais l'argentique, et le jour où mon fils m'a dit ben, on part en vacances avec des copains, on emporte des jeux de table. J'ai dit quoi, des jeux de table, ça existe encore ça? Il m'a dit ben oui, alors j'étais vachement content. Alors pourquoi? Ben parce que, vous voyez, il y a deux choses importantes avec le numérique qui avaient été perdues, deux choses importantes avec l'argentique qui avaient été perdues avec le numérique. La première, c'est que quand on fait la photo, on ne se soucie que d'être ensemble. Comme on ne voit pas la photo. Comme on ne voit pas la photo. Parce que aujourd'hui, vous faites une photo, vous la voyez, vous avez vos amis devant vous, par exemple, et la photo, vous la voyez sur l'écran. Mais si vous avez un appareil argentique, vous voyez rien du tout. Vous vous cadrez, vous voyez rien. Donc, ce qui veut dire que c'est le moment présent qui importe et pas la photo qu'on est en train de faire. La photo qu'on est en train de faire, on la découvrira plus tard. Et donc, du coup, vous voyez, ça élimine aussi toute la tentation de peaufiner une image pour la mettre sur les réseaux sociaux. Du coup, avec l'argentique, c'est les gens qui sont présents physiquement à un moment, au même endroit, qui importent. Et pas les gens à l'autre bout du monde auxquels on va envoyer la photo. Et même pas moi en train de découvrir une photo que mes copains ne voient pas. Je ne découvre pas plus la photo, je ne la vois pas. Et comme les technologies en plus ont leur propre autonomie, c'est-à-dire que parfois on croit faire une photo, c'est lumineux, mais en fait c'est tout blanc sur l'image, ou on croit qu'elle est trop sombre, en fait elle est très bien, ou il y a un élément qu'on n'a pas vu dans le cadrage, on ne peut pas recadrer, hein, comme avec son smartphone, on recadre un peu, impossible. Donc premier point, c'est seulement le présent qui est important. C'est la présence physique qui est importante. Et puis deuxième chose, c'est le moment où on va découvrir l'image. Et ce moment où on va découvrir l'image, là encore, ben ça va être un moment convivial dans lequel seuls ceux qui sont en présence physique vont découvrir l'image. Voilà, on la fait développer et puis on se la montre, voilà. Et du coup, vous voyez, c'est vraiment une manière de réinvestir le présentiel sur le distanciel. Et ça montre bien à quel point l'humain, il faut pas en désespérer. Les technologies numériques nous ont beaucoup invités à développer le distanciel. On l'a fait beaucoup pendant le Covid, mais vous avez vu comme les gens étaient contents de se retrouver après en présentiel. Hein. Et puis, c'est tous ces ados qui ont transgressé les règles pour se retrouver quand même. Des ados pendant plein Covid qui allaient dormir à 4-5 chez un copain dans une chambre avec des risques de contamination terribles, mais ils avaient absolument besoin de cette présence physique. Donc, l'être humain, c'est une créature de sociabilité, d'abord en présentiel. Donc, c'est bien, vous voyez, ça montre que ce retour de l'argentique montre que l'être humain reste cette créature qui a besoin d'une sociabilité de proximité et qu'il ne faut pas suivre les sirènes de Facebook qui nous racontent que demain on va communiquer essentiellement à travers les métavers. Si ça arrivait un jour, ça serait très mauvais signe et ça pourrait arriver si les gens étaient cloîtrés chez eux suite par exemple à un nuage atomique, voilà, ou des inondations phénoménales, ou une canicule, on ne peut plus sortir de chez soi. Mais je veux dire, tant qu'on garde la possibilité d'avoir ce contact de proximité, l'être humain est ainsi programmé qu'il en a besoin et non seulement il en a besoin, mais il faut le nourrir, il faut l'alimenter, il ne faut pas lui donner l'impression que il y en a
qui peut s'en passer, et donc créer encore une fois des espaces physiques dans lesquels les gens peuvent se retrouver. Et pour ce qui concerne les jeunes, moi je milite beaucoup pour que les cours de récréation des écoles, les gymnases des écoles soient ouverts le samedi et le dimanche, pour que les jeunes qui sont condamnés aujourd'hui à jouer au ballon dans la rue puissent quand même trouver un endroit correct pour jouer au ballon quand ils en ont envie, et pas rester sur leur smartphone parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Tout à fait, ouais. Et pour terminer, une question que je pose à tous mes invités. Si vous étiez sur scène avec l'humanité entière face à vous et que vous pouviez leur faire passer le message de votre choix pendant quelques minutes, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Que les technologies numériques offrent de formidables opportunités sociales, et que c'est très important qu'on ait toujours à l'esprit de les utiliser, de les créer et de les utiliser pour favoriser les liens entre les humains et pas pour remplacer les liens entre les humains. Et ça, encore une fois, ça relève des fabricants, mais ça relève aussi de la manière dont nous pouvons refuser d'acheter des technologies qui ne correspondent pas à ce projet. On a un moyen d'agir sur les fabricants, c'est notre acte d'achat. Donc avant de nous enthousiasmer pour des technologies qu'on nous présente comme formidables, essayons de comprendre si elles vont favoriser nos liens ou dissuader nos liens, sélectionnons-les, et c'est le moyen de pression que nous avons sur les fabricants. Toute technologie dépend des usages qu'on en fait. Apprenons à bien utiliser celles que nous avons et apprenons à choisir les nouvelles en fonction des valeurs auxquelles nous tenons. Par rapport aux choix technologiques, il faut mettre en avant des valeurs, et pour moi, la valeur principale, c'est la communication, la sociabilité, la reconnaissance de l'autre. Voilà. Fantastique. Un grand merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à vous. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.